Préface à la logique et aux catégories d'Aristote par Jules Barthélemy Saint-Hilaire suite. Kant, grand admirateur d'Aristote, n'est pas trompé par sa haine, mais il l'est par son propre système. Il a conçu les catégories tout autrement qu'Aristote. Il ne les a point prises pour les classes les plus générales des mots et des choses représentées par les mots. Il en a fait les formes de l'entendement pur, les cadres dans lesquels les choses doivent venir se mouler pour être intelligibles. C'est un point de vue tout différent, et c'est en se plaçant ainsi au centre de l'intelligence toute seule que Kant a prétendu juger une théorie qui n'a considéré que les mots et les choses au travers des mots et des idées. Aussi son jugement sur les catégories d'Aristote renferme-t-il presque autant d'erreurs que de pensées. Kant commence par déclarer que, citation, le but d'Aristote était le même que le sien malgré toutes les différences que présente l'exécution. Fin de citation. Il n'en est absolument rien. Aristote n'a pas dit aussi longuement que le philosophe de Königsberg ce qu'il voulait faire. On a pu même douter quelquefois du véritable objet des catégories parce qu'il ne l'a point assez nettement indiqué. Mais cependant, il dit en propres termes, dans la phrase qui résume la pensée générale de tout ce traité, citation, « Les mots, quand on les prend isolément et sans combinaison entre eux, ne peuvent exprimer qu'une des 10 choses suivantes, la substance, la quantité, etc. » Fin de citation. Rechercher les significations les plus générales des mots dans leur rapport avec les choses, est-ce le but de Kant ? Les concepts purs de l'entendement, les formes nécessaires des jugements, se confondent-elles avec les mots qui forment ces jugements, avec les choses que ces mots représentent ? Kant ne l'accorderait pas certainement. Son dessein est tout autre, en dépit de ses protestations. D'où vient donc qu'il a pu s'y tromper ? C'est l'expression de catégorie qui a fait ici toute son illusion. Il emprunte ce terme fameux à la langue péripatéticienne par une de ces analogies de l'expérience, comme il dit lui-même, auxquelles les meilleurs esprits se laissent parfois aller. Les catégories d'Aristote sont de la logique. Celles de Kant se rapportent aussi à la logique. Donc elles sont toutes pareilles, du moins par le but qu'elles se proposent. Kant aurait pu tout aussi bien confondre ses idées de la raison pure avec les idées de Platon, parce qu'il emprunte à Platon le terme d'idée, non moins célèbre que celui de catégorie. Kant ajoute que c'était un dessein digne d'un aussi grand homme qu'Aristote de rechercher tous les concepts fondamentaux. Et bien qu'Aristote n'ait jamais parlé de ce que Kant a nommé des concepts, Kant va le juger comme si Aristote était un de ses disciples infidèles ou trop peu intelligent. Aristote, dit-il avec une sévérité par trop magistrale, n'était guidé par aucun principe. Entendez, par aucun des principes qui ont guidé l'auteur de la raison pure. Il prit les concepts comme ils se présentaient à son esprit. Il serait curieux que Kant nous dise comment il a pris les siens, lui qui prétend ne pas les emprunter à l'observation empirique et qui en fait une déduction purement transcendantale. Aristote a si peu pris les concepts comme ils se présentaient à son esprit, c'est-à-dire confusément et pêle-mêle, qu'il leur a donné un ordre, et que sans le moindre doute, la catégorie qu'il a placée la première est en effet la première pour tout système qui ne se laisse point emporter aux chimères de la plus vide abstraction. Il en rassembla d'abord 10, qu'il appela catégories ou prédicaments. Il ne faut pas croire que Kant se borne ici à traduire le mot grec par un mot qui en effet en rend parfaitement le sens. Il va plus loin. Et la suite prouvera qu'il attribue formellement à l'auteur qu'il critique le mot de prédicament, tout aussi bien que le mot original lui-même. Or, Aristote n'a jamais appelé les catégories prédicaments, attendu que prédicament est un mot latin, inventé même assez tard, et qui ne fut point connu dans les écoles latines des premiers siècles. Dans la suite, il crut en avoir trouvé 5 autres, dit Kant. Mais où Kant a-t-il trouvé, lui, qu'Aristote ait jamais ajouté 5 catégories aux 10 qu'il énumère d'abord et dont le nombre est toujours resté immuable dans son système ? Il les ajouta aux précédents sous les titres de post-prédicaments.
post-prédicament n'est pas plus une expression d'Aristote que prédicament lui-même. Et vraiment, en écoutant ces assertions tranchantes de Kant, que l'examen le plus superficiel du livre grec suffit pour renverser, on se demande si Kant a lu sérieusement Aristote, ou bien s'il ne le juge que sur des souvenirs effacés et complètement inexacts. Les post-prédicaments répondent à l'hypothéorie des commentateurs grecs. C'est une division toute matérielle, faite pour la commodité de l'explication et de l'étude. Ce n'est pas un nom particulier que porte cette partie de l'ouvrage, un nom créé par Aristote, qui n'a pas même sans doute donné de titre général à son livre. Mais si l'on s'en fie à la parole de Kant, les catégories d'Aristote ne sont plus au nombre de 10. Elles sont au nombre de 15, ce que n'ont jamais su ni l'Antiquité, ni le monde arabe, ni la scolastique, bien que tous trois aient donné l'interprétation des catégories des siècles de travail et des monceaux de commentaires. Mais Kant, dans ses théories spéciales, va jusqu'à 15 aussi, et il n'est pas fâché de retrouver cette ressemblance dans Aristote. Sa liste, continue Kant, n'en reste pas moins imparfaite. Ici, Kant a raison. Mais le difficile n'était pas d'affirmer d'une manière toute générale que le système d'Aristote présentait des imperfections. Il aurait mieux valu montrer l'origine et la nature de ces imperfections et surtout le moyen de les éviter. En outre, dit Kant, on y rencontre certains modes qui appartiennent à la sensibilité. Quando ubi et situs, de même que prius et simul. D'abord, prius et simul n'ont jamais appartenu aux catégories d'Aristote. Ce sont des post-prédicaments pour parler comme le philosophe allemand. Mais Aristote ne les a jamais rangés dans les 10 catégories. Que veut dire Kant lorsqu'il affirme que ces modes appartiennent à la sensibilité ? Est-ce à la sensibilité pure, telle que lui-même la comprend, quand il affirme que l'espace et le temps sont les formes pures de l'intuition sensible ? Mais c'est là de la doctrine kantienne, et jusqu'à ce qu'on ait prouvé qu'Aristote ne cherchait que les purs concepts de l'entendement, on ne peut pas lui reprocher de faire entrer dans sa liste des catégories, des données sensibles, des données d'observation, les seules sans contredit sur lesquelles il a eu dessein de construire son système. On y trouve aussi, poursuit Kant, un mode empirique motus, le mouvement. Le mouvement mode empirique suivant Kant ne fait pas exception. Tous les autres modes sont également empiriques pour Aristote. De plus, le mouvement est un post-prédicament comme prius et simul et n'est pas plus que compris dans les catégories. Aristote fait si peu du mouvement une catégorie à part qu'il prétend au contraire que le mouvement s'applique aux catégories. C'est ce que Kant aurait pu conclure d'abord de la place donnée au mouvement dans l'ouvrage même d'Aristote. C'est ce qu'il aurait pu voir formellement exprimé plus d'une fois dans la physique et la métaphysique. Kant ajoute, tous ces modes évidemment ne doivent pas trouver place dans la table des notions primitives de l'entendement. Sans doute de l'entendement tel que Kant l'a fait, mais Aristote n'a jamais compris l'entendement de cette façon, et selon toute apparence, les abstractions de la raison pure et le scepticisme de la critique ne l'auraient pas beaucoup séduit. Enfin, Kant termine en disant « Il compte même des concepts dérivés, axiaux et passio, au nombre des concepts primitifs, et quelques-uns de ceux-ci ont été complètement oubliés. On peut le croire sans peine si les concepts primitifs sont ceux de Kant, comme naturellement Kant doit le supposer. »